Salut à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 12 février. On va aborder aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai envie d'aborder pas mal de sujets et qui vont balayer finalement les sujets de ma chaîne qui sont bien sûr le Bitcoin, les cryptos de manière plus générale, la macroéconomie et je parle aussi beaucoup de l'île Maurice. Alors vous allez voir qu'on va passer d'un sujet à l'autre et finalement, c'est évidemment des choses qui peuvent paraître déconnectées les unes des autres, mais pas du tout. Et d'ailleurs, au fil de mes vidéos, vous vous en êtes rendu compte. Moi, je fais beaucoup de liens entre ce qui se passe dans les cryptos, dans la macroéconomie, et finalement, tout ça m'a amené effectivement à déménager, à quitter l'Europe et je dirais le navire qui coule pour venir m'installer ici à l'île Maurice. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on conclura. Mais je vais donc démarrer tout de suite cette vidéo. Mais avant de démarrer, en introduction, je vous rappelle comme toujours les bons gestes, c'est-à-dire cliquez sur le pouce, abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications de sortie de vidéo. Et puis, vous avez mon site internet cryptoparadise.consulting. Rejoignez-moi sur Twitter également. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne sur Odyssée, puisque toutes mes vidéos sont dupliquées sur la chaîne Odyssée. Vous trouvez tous les liens, bien sûr, sous cette vidéo. Alors, je vais commencer par vous parler de news que j'ai vues et que j'ai lues très récemment et qui vous explique qu'aux États-Unis, il y a une espèce d'accélération, je dirais, anti-crypto. Alors, pour faire simple, en fait, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément, non pas de lois qui sont prises, mais il y a beaucoup de blogs écrits et surtout des incitations au niveau bancaire à être de plus en plus sévère avec toutes les activités qui tournent de près ou de loin autour de la crypto. Alors vous vous doutez bien que tout ce qui s'est passé courant 2022 avec Celsius, mais surtout FTX et autres, n'ont fait qu'accélérer ce processus je dirais, de grande prudence maintenant du monde traditionnel de la finance par rapport au monde des cryptos. Alors, évidemment, ça peut inquiéter et puis, donc je vais partager avec vous ici, heu, une, voilà cet article dont je vous parle qui est donc, alors c'est un article en anglais, je vous mettrai le lien évidemment sous cette vidéo. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous inviterai à le lire, c'est très intéressant, ça a été écrit par, Nick Carter, hein, Nick Carter qui est quand même très connu dans le milieu et qui vous explique, tranquillement comment l'administration Biden est en train de tranquillement essayer de faire un ban sur les cryptos aux États-Unis. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de l'article, mais en fait, c'est la première partie de ma vidéo que je voulais partager avec vous et qui m'a amené à la conclusion très très simple, hein, qui est finalement de dire que ce à quoi on assiste, et c'est d'ailleurs une des réponses que j'ai faites à des gens qui m'avaient contacté au sujet de cette vidéo, ce à quoi on assiste, c'est finalement à nouveau les États-Unis qui, au final, vont se tirer une balle dans le pied. Alors, comme très souvent, lorsque les régulateurs interviennent, ils veulent absolument obtenir un résultat. Le résultat qu'ils cherchent à obtenir, c'est évidemment une panique et que les gens sortent des cryptos. Je pense qu'ils vont obtenir rigoureusement le résultat inverse, puisque les gens qui sont dans les cryptos sont absolument pas dupes de ce qui est en train de se passer. Et surtout, ils vont faire sortir des États-Unis énormément d'acteurs, ce qui au départ, je pensais d'ailleurs, allait être plutôt quelque chose qu'ils allaient éviter, mais qui vont à nouveau se retrouver dans des plutôt offshore et vont quitter les États-Unis. Et on voit d'ailleurs, on assiste à une accélération déjà depuis quelque temps. Et puis ce genre de news là qui sont donc dans cet article et que je vous laisserai découvrir ne font que confirmer qu'on est en train déjà d'assister à une énorme fuite, je dirais, vers d'autres plateformes, d'autres pays, d'autres lieux géographiques, et notamment les Émirats arabes unis avec Dubaï qui se place encore une fois comme absolument majeur dans la crypto, et je dirais de plus en plus, énormément de projets qui s'installent là-bas, des régulations qui sont plutôt claires là-bas.
Même si, parenthèse, j'ai appris récemment que dans les régulations de Dubaï, les cryptos privés, c'est-à-dire les privacy coins, hein, vous savez, comme Monero ou il y en a d'autres d'ailleurs, sont interdits à Dubaï. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Donc vous avez une régulation, vous voyez, qui n'est pas toujours, qui n'est pas 100% favorable à tout, mais qui au moins a le mérite d'être claire et évidemment de favoriser énormément de projets crypto qui s'installent aux Émirats, mais aussi dans d'autres endroits du monde. Et on va assister comme ça, peut-être, à une fuite en dehors des États-Unis. Alors bien sûr, la conséquence, c'est qu'il y aura des conséquences parce qu'aujourd'hui, vous avez une énorme partie de l'écosystème crypto qui quand même tourne autour des États-Unis, notamment avec les stablecoins. Hein, tout ce qui est USDC, tout ce qui est BUSD, etc., sont des coins qui sont adossés à des solutions Paxos également. Et BUSD et Paxos, vous savez, sont finalement complètement liés et sont des systèmes qui fonctionnent avec et qui ont besoin d'accès à des banques américaines. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines ou quelques mois, Binance avait des problèmes pour sortir ses USDC parce qu'ils étaient limités chaque jour à tant de transactions par jour en USDC pour récupérer des US dollars. Voilà, alors on se demande évidemment ce qui va effectivement se passer. On va voir si effectivement il y a des grosses problématiques pour ces acteurs qui maintenant sont des acteurs majeurs de la crypto, de devoir sortir des États-Unis, ça va évidemment poser des problématiques, ça c'est certain. Nous verrons. Donc je ne vais pas me prononcer là-dessus maintenant. Je vous dirais simplement que ma conclusion par rapport à ça, et ce qui va m'amener au deuxième chapitre de ma vidéo, c'est que les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied, comme je vous le disais tout à l'heure, et au final, on assiste à l'isolement, l'isolement des États-Unis par rapport au reste du monde, des États-Unis et évidemment de leurs alliés, parce que vous pouvez être sûr que ça ira dans le même sens et ça va tirer dans le même sens au niveau des Européens. Même si jusqu'à ce jour, vous le savez, Binance, Cryptocom ont des licences en France et ailleurs en Europe, et peut-être que l'Europe va du coup décider de jouer quand même un petit peu une carte différente sur ce sujet, ce qui serait de bon augure, et de peut-être pas rentrer tout de suite dans le même schéma que les États-Unis, mais ça aussi nous verrons. En tout cas, en ce qui concerne les États-Unis, c'est certain. En ce qui concerne finalement l'Ouest, hein, l'Occident, c'est à nouveau le signe d'un isolement. Alors là, pour les cryptos, et ce qui m'amène au deuxième chapitre, qui est finalement et qui illustre parfaitement l'isolement auquel on assiste cette fois-ci sur bien d'autres sujets, beaucoup plus vastes, et notamment depuis la déclaration de guerre, enfin depuis que l'OTAN finalement s'est lancée dans cette guerre ahurissante face à la Russie en soutenant l'Ukraine de façon, je dirais, quasi illimitée. Alors, ça m'amène à l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, qui est une vidéo très intéressante de Emmanuel Todd. Là aussi, je vous mettrai le lien ci-dessous. Emmanuel Todd, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un historien et qui a été interviewé sur une chaîne qui vous explique ses visions, ses vues. C'est une vidéo très longue. Je vous conseillerais de la regarder, mais ce qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est de voir comment Emmanuel Todd, qui était vraiment quelqu'un qui était invité sur les plateaux il y a une dizaine d'années, et qui était plutôt mainstream, hein, est devenu, parce qu'il a une voix maintenant, c'est quelqu'un qui réfléchit tout simplement. En plus, comme il le dit dans le début de vidéo, il a 71 ans et il n'a plus tellement besoin de faire attention finalement aux conséquences de ce qu'il dit, parce qu'il dit ce qu'il pense. Et même c'est quelqu'un de très modéré, vous allez le voir dans la vidéo, hein, il est absolument pas pro-russe, comme il ne cesse de le répéter. Il dit même qu'il soutient pas mal d'agendas finalement de l'Occident, hein, notamment sur le côté, vous savez, transgenre, etc. Donc finalement, vous savez, il n'est pas du tout extrême, mais malgré tout, il a une analyse très juste, et vous le verrez dans cette vidéo, une analyse très juste de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et entre la Russie et l'OTAN. Et au cours de cette vidéo, il aborde énormément de choses et il fait finalement, il illustre parfaitement ses propos avec pas mal de graphiques, dont certains que je voulais vous montrer ici et qui sont quand même assez intéressants. Alors, ils sont finalement sur le site de Elucide, hein. Elucide, c'est la chaîne YouTube qui a interviewé Emmanuel Todd. Alors, je vous laisse découvrir, mais il y a des graphes qui sont absolument. Vous voyez, là, vous avez
les armes et les équipements militaires envoyés à l'Ukraine en proportion des PIB. Alors, vous voyez finalement, les seuls pays qui ont envoyé des armes à l'Ukraine, vous voyez comme ce sont un nombre de pays absolument minimal. Un graphique qui est absolument très intéressant, c'est les pays ayant sanctionné la Russie. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, finalement, le monde entier n'a pas sanctionné la Russie. Et ça, c'est un signe absolument incroyable. Il n'y a que, finalement, les pays d'Europe, hein, hormis la Serbie d'ailleurs, que je vois ici, je pense la Bosnie, je pense que c'est les deux pays qui ont refusé, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada. Et vous retrouvez alors une partition du monde très claire, mais finalement, vous retrouvez alors là une illustration parfaite de ce que je vous disais juste avant, qui est l'illustration de ce que j'appellerais vraiment l'isolement incroyable de l'Occident par rapport au reste du monde. C'est absolument flagrant quand vous voyez ce genre de carte. Alors, euh, il y a d'autres graphiques qui sont très intéressants. Vous voyez comme le taux d'inflation annuel pris en novembre 2022, vous voyez où se situe la Russie. La Russie, vous avez maintenant beaucoup de pays européens qui ont beaucoup plus d'inflation que la Russie. Et puis, il y a maintenant des chiffres du FMI qui sont sortis et qui vous montrent que finalement, les perspectives de croissance pour l'année prochaine sont supérieures en Russie qu'en zone euro et qu'aux États-Unis. Donc, toutes les sanctions et tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment en fait d'un effet boomerang que l'Occident est en train de se prendre en pleine poire et qui, pour moi, illustre cette fois-ci un isolement de plus en plus grand de l'Occident qui est quand même très inquiétant, puisque l'obsession des États-Unis, vous le savez, c'est de sauver leur système dollar. Et avec cet isolement qui ne fait que s'accélérer, avec les BRICS qui vont certainement être rejoints par l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui pourtant sont des ennemis, hein, mais qui préfèrent aller s'accoster et s'adosser à une nouvelle alliance qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Donc, vous vous rendez compte que le shift actuel auquel on est en train d'assister est quand même très rapide et finalement, c'est une accélération phénoménale à laquelle on est en train d'assister. Alors, oui, il y a comme ça énormément de graphiques. Il y en a un que, oui, parce qu'il aborde beaucoup de sujets, hein, l'homophobie dans le monde. Alors, vous voyez, ça, c'est évidemment des graphiques qui illustrent soi-disant l'homophobie dans le monde. Mais vous voyez, comme finalement les pays les plus homophiles sont évidemment les pays États-Unis. On retrouve finalement une carte quasiment équivalente, avec quand même pas mal d'Amérique du Sud, mais vous voyez que vous avez beaucoup de pays qui sont considérés évidemment par l'Occident comme étant homophobes, tout simplement parce que la Russie désormais, et c'est un aspect très intéressant de ce que évoque Emmanuel Todd, la Russie désormais a pris le lead d'un pays finalement qui se veut assez conservateur et qui plaît de ce fait à beaucoup de pays d'Afrique. Et vous le savez, en ce moment, beaucoup de pays d'Afrique se tournent vers la Russie, car la Russie, finalement, avec ce côté conservateur des choses, partage finalement beaucoup de valeurs avec beaucoup de pays du monde, notamment en Afrique, en Asie, en Inde, enfin dans tous ces pays, si vous voulez, qui n'ont absolument pas du tout envie de voir arriver des mariages gays et des transgenres qui auraient des droits spécifiques et qui auraient Vous savez, en Russie, par exemple, il y a une loi qui a été votée il y a plusieurs années maintenant et qui interdit le prosélytisme gay. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être gay, hein, c'est pas du tout la même chose. Simplement que vous n'avez pas à aller à l'école, dire aux enfants comme on le fait maintenant en Occident, c'est quand même assez incroyable d'assister à cette espèce d'agenda qui s'accélère. Alors, je ne vais pas trop rester sur ce sujet, mais un sujet glissant, bien sûr, mais je voulais donc insister sur ce deuxième point de ma vidéo, qui était le fait que finalement on est parti de la crypto, on assiste à un isolement sur le sujet crypto, mais aussi sur le sujet beaucoup plus vaste de ce qui est en train de se passer avec la guerre. Et ça m'amène tout naturellement au troisième chapitre de ma vidéo, qui est finalement de vous parler de l'île Maurice. Alors, comment est-ce que j'en arrive à vous parler de l'île Maurice dans tout ça? Parce que finalement, quand j'ai choisi, moi, de déménager et de quitter l'Europe, qui est maintenant totalement annexé et qui est vraiment le laquais des États-Unis, c'est ça qui est très très inquiétant par rapport à la situation actuelle, qui risque d'ailleurs de s'empirer pour l'Europe. Hein. Ceux qui en prennent plein les dents, c'est les Européens, hein. C'est pas les Américains. On a l'impression, si vous voulez, qu'on assiste à une espèce de nouveau partage du monde au détriment de l'Europe. Hein. Et les Russes
vont clairement, si vous voulez, les Russes perdront pas la guerre, hein. Ça, c'est très très clair. Il va falloir que les Européens arrêtent de se mentir. La presse qui ne cesse de vous répéter que les Russes seraient en mauvaise position, tout ça, c'est du fake total. Donc, les Russes, il y a fort à parier qu'ils gagneront cette guerre. En tout cas, il leur suffit de tenir, et comme le dit Emmanuel Todd dans sa vidéo, tenir même 4 ou 5 ans, hein. Lui, il voit ça sur 5 ans. Il leur suffit de tenir pour finalement sortir gagnant de tout ça, hein. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire, les Russes. Ils n'ont qu'à voir l'OTAN, si vous voulez, en face, qui ne cesse de s'épuiser à envoyer des armes et qui va finalement s'épuiser petit à petit. Il y avait d'ailleurs à ce sujet un graphe que je voulais vous montrer qui est très intéressant et qui est... alors attendez que je le retrouve. Euh, alors, bon, je ne sais pas si je vais retrouver le graphe dont je vous parlais. Voilà. On vous présente toujours dans les médias l'Ukraine comme faisant face au monstre russe. C'est-à-dire que c'est David contre Goliath, évidemment, Goliath étant la Russie. Mais en fait, si vous regardez ce graphe, j'ai trouvé ça très intéressant, ça aussi, il a été amené par Emmanuel Todd. Ce graphe vous montre la population et le PIB de l'OTAN et de la Russie en 2021. Regardez la population de l'OTAN, parce que là, on ne va pas se cacher, c'est l'OTAN qui est en guerre face à la Russie désormais. L'OTAN, 950 millions d'habitants, il n'y a que 140 millions d'habitants en Russie. Et vous avez ici le PIB de l'OTAN cumulé 50 000 milliards de dollars. Regardez le PIB de la Russie, c'est donc un centième, non, un dixième, pardon, euh, de ce PIB. Donc, on se demande qui est David, qui est Goliath quand même, hein, quand vous regardez ce genre de graphe. Voilà, j'ai refait une incursion dans ce sujet. Donc, je voulais dévier sur Maurice pour vous dire que finalement, si j'ai choisi Maurice, et j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais si j'ai choisi Maurice, et aujourd'hui, si je me félicite de l'avoir choisi, j'avoue que quand je suis parti, j'avais peut-être pas fait une analyse aussi fine, mais en étant ici maintenant depuis quasiment 5 ans, je me rends compte combien Maurice, même si c'est justement un tout petit pays qui a très peu de poids évidemment sur l'échiquier international, Maurice a des partenariats stratégiques très forts avec, bien entendu, l'Europe, alors notamment la France et la Grande-Bretagne, hein, ces deux anciens colonisateurs, le fait que culturellement, on est quand même très proche de, de la France et finalement de l'Angleterre aussi, avec un droit qui est, qui est un mélange subtil de droit anglo-saxon et finalement de code Napoléon. Donc, culturellement, vous avez cette similarité et cette connexion avec l'Europe, mais vous avez une énorme connexion avec l'Inde, sachant qu'à Maurice, vous avez plus de la moitié de la population qui est d'origine indienne, et aujourd'hui, l'Inde a une influence phénoménale sur l'île Maurice. Vous savez, aujourd'hui, je vois se construire un grand centre anti-cancer à Maurice. C'est construit par les Indiens. Ce sont eux qui ont financé pas mal de projets routiers. Ce sont eux qui ont financé le métro, maintenant, enfin le tramway qui circule dans toute l'île, qui, soit dit en passant, est très très sympa et qui change la configuration de l'île Maurice et qui modernise grandement la façon dont les déplacements vont se faire à Maurice. Donc vous avez l'Inde et vous avez aussi la Chine qui est un troisième une énorme influence à l'île Maurice, d'un point de vue évidemment économique, vous l'aurez compris. Alors ça m'amène à un sujet que je voulais aborder et que j'ai abordé récemment avec des amis au cours d'une discussion autour de la crypto, c'est le fait que énormément de gens voient la Chine, notamment des Occidentaux, voient en fait, continuent à avoir peur de la Chine parce que la Chine applique dans son pays des méthodes qui leur semblent antilibérales, anti-liberté. Alors c'est assez amusant de point de vue. Alors le premier point de vue, c'est que finalement, aujourd'hui, les leçons que donne l'Occident à n'importe qui d'autre au sujet des libertés, vous savez, après ce à quoi on a assisté avec ce qui s'est passé pendant le Covid, avec ce qui s'est passé notamment au Canada, euh, avec le gel des avoirs de tous ceux qui osaient manifester là-bas, le fait qu'on ait censuré énormément de vidéos. Vous avez dans les Twitter files actuellement sortent énormément de, de sujets sur ce qui s'est passé pendant le Covid, avec l'intervention permanente du FBI qui a empêché finalement énormément de gens de diffuser des informations qui pourtant auraient bien pu servir à beaucoup de gens.
et donc a même mis en péril, finalement, la vie de beaucoup de gens. Heu, déjà, le fait que l'Occident continue à donner des leçons est déjà en soi assez rigolo. Mais, la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'échiquier, mondial et que vous regardez comment les dirigeants de tous les grands pays aujourd'hui se prononcent, sur la planète, vous avez quand même un discours qui n'a jamais varié, de la part des Chinois et du ministère des Affaires étrangères chinois, qui est un discours qui est très clair, qui est que chaque pays c'est un discours très multilatéraliste, si vous voulez. Chaque pays dans le monde devrait avoir le droit, selon eux, de vivre, comme il l'entend, d'avoir des politiques à l'intérieur de ses frontières comme il l'entend, il doit pouvoir être respecté en ce sens, et que c'est à chaque population finalement de gérer qui elle met au pouvoir chez elle, etc., selon, je dirais, sa façon de voir les choses. Et la Chine a toujours eu cette vision-là et n'a cessé de le répéter dans les 20 dernières années, voire même bien avant. La Chine, on les a jamais vus envahir des pays à l'étranger. On n'a jamais vu les Chinois imposer leur mode de vie à qui que ce soit. On n'a jamais vu l'armée chinoise être partout dans le monde. Donc, qu'on vienne pas me rétorquer Taïwan, parce que Taïwan, c'est la Chine, je vous le rappelle. Donc, euh, aujourd'hui, il y a un biais dans l'esprit occidental qui ne cesse en fait, et même chez des gens qui finalement peuvent partager les opinions que je suis en train de livrer aujourd'hui, il y a quand même un biais qui est que on est persuadé que tous les gens sur Terre vont penser comme nous. Et ça, c'est une énorme erreur. Et aujourd'hui, moi, je maintiens que je suis absolument convaincu que il y a chez les Chinois et chez bien d'autres gens dans le monde des façons de penser bien différentes de celles de l'occidental, qui est persuadé que sa façon de penser, c'est universel, et qui donc a une politique étrangère qu'on voit bien qui est de plus en plus ridicule et qui est même de plus en plus dénoncée dans le monde, hein, qui explique d'ailleurs les graphes qu'on vient de voir, hein, avec cet isolement finalement auquel on assiste de l'Occident, qui est une politique étrangère qui est de dire my way or the highway, si vous voulez. Hein. Either you're with us or you're against us. Vous vous souvenez de cette phrase incroyable de George Bush à l'époque de 2000, mais on est en plein dedans aujourd'hui. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et être avec l'Occident, ça veut dire appliquer les mêmes lois, notamment dans des sujets de société comme ceux qu'on a abordés tout à l'heure, au sujet des transgenres, des gay pride, etc. Si vous ne le faites pas, vous êtes mauvais, vous êtes désigné comme le mal, voire même vous pouvez être bombardé ou en tout cas envahi parce que vous ne correspondez pas aux standards que nous, l'Occident, avons mis en place. Alors cette façon de faire est une façon de faire qui devient évidemment exécrable et qui est évidemment rejetée par une grande partie du monde où chacun finalement aspire à pouvoir vivre comme il le souhaite, que ce soit des Iraniens avec leur régime qu'on peut détester, hein, vous savez, je suis vraiment pas en train de vous dire que j'aime ces régimes-là, pas du tout. Donc que ce soit les Iraniens avec leur régime de Mollah, que ce soit les Chinois avec leur régime de surveillance totale, que ce soit les Russes avec leur régime relativement qu'on appelle autocratique, mais là encore des jugements, si vous voulez, de valeur, qui est tout simplement un régime où quand même vous avez des élus qui sont bien plus respectés par leur population que le sont les nôtres dans nos pays, je veux dire occidentaux. Vous avez des Africains qui sont des gens quand même très très conservateurs sur pas mal de sujets et qui ont le droit de l'être. Donc cette volonté de l'Occident de vouloir appliquer impérativement partout dans le monde son modèle est en train de s'effriter à toute vitesse, et ça rejoint bien sûr le sujet dont je vous parlais de tout à l'heure, ça ne fait qu'accélérer l'isolement dont on parlait tout à l'heure. Alors voilà, donc j'en reviens à l'île Maurice. Maurice avec des influences, oui, européennes, mais oui, indiennes et oui, chinoises. Et tout cela, en ce qui me concerne, me va très très bien car ça ne me fait pas peur du tout. Au contraire, je me dis que Maurice sera une île absolument capable de rebondir et de nouer des partenariats stratégiques quand il le faudra, où il le faudra et avec qui il le faudra. Vous avez aussi vous savez, vous avez les Émirats qui sont aussi très proches de Maurice avec énormément d'échanges. Donc tout ça fait que, alors j'ai balayé là tous les sujets que je voulais balayer, tout ça fait que le choix de l'île Maurice est un choix quand même très judicieux et me rend très optimiste pour l'avenir, malgré le fait qu'on risque d'assister dans les mois et les années qui viennent, avec une guerre, si elle dure autant que le dit Emmanuel Todd, 5 ans, bah, ça va quand même pas être très rigolo pour l'Europe. On risque d'assister à des choses qui vont être assez sévères, mais je reste très optimiste pour ce lieu de vie que j'ai choisi ici à l'île Maurice, évidemment, avec en plus un climat, vous voyez certainement
la couleur du ciel derrière, mais voilà, on est en plein été et évidemment, il fait quand même très bon vivre ici à l'île Maurice. Voilà, je conclurai là-dessus. J'ai été un petit peu long, mais je crois que c'était une vidéo intéressante et j'avais envie de d'aborder tous ces sujets. On voit comment finalement tous ces sujets sont reliés les uns aux autres et c'est un petit peu, ce qui moi me fascine et ce qui est mon dada, c'est de faire ce lien finalement, de connecter, les points et de connecter les choses les unes entre les autres, comme disent les anglophones, connect the dots, pour avoir une vision finalement très macro des choses, où la crypto a sa place, mais aussi toute la géopolitique que nous venons d'aborder. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.